Penser émet un coup de dé, comme le disait Mallarmé. Et aujourd'hui, ce sont les jeux de la guerre et sans hasard qui rebattent les cartes. Vous écoutez Combat Futur, le podcast de son commandement, et nous recevons sur le plateau le chef d'escadron Yvelin, chef du bureau jeux de guerre au sein du CCF. Mon commandant, bonjour. Bonjour. Alors, il y a plus d'un an déjà, avec le commandant Bourguillot, je crois que nous étions en avril 2024, c'était notre deuxième podcast, nous avions parlé de l'historique du wargame. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la montée en puissance du bureau jeux de guerre et de ses attributions. Alors, where do you come from? Excusez-moi, c'est peut-être wargame qui me fait divaguer. D'où venez-vous? Qui vous entoure? Donc, je suis le chef d'escadron Yvelin, officier de l'armée de terre. Je suis entré en service en 2008. J'ai servi dans un régiment d'artillerie, au 68e régiment d'artillerie d'Afrique à la Valbonne, où j'étais spécialisé en défense solaire. Ensuite, à l'issue de mon temps de commandement, j'ai préparé et réussi le concours de l'école de guerre. Je viens d'achever ma scolarité et donc ce poste de chef du bureau jeux de guerre est ma première affectation après l'école de guerre. Alors, ce bureau, il semblerait qu'en un an, il est particulièrement évolué. Vous avez grossi même. Oui, alors tout à fait, puisque quand vous avez enregistré le premier épisode avec le commandant Bourguillot en avril 2024, le bureau était une cellule et constitué de lui-même. Donc, à compter de l'été 2024, une première montée en puissance. La cellule est devenue un bureau avec un chef de bureau, un sous-officier traitant et un autre officier. Cette année, on a encore gagné un autre officier et on est sur les rails pour recruter un personnel civil, sachant qu'on a aussi gagné un autre personnel civil cet été. Donc actuellement, nous sommes 6 et nous devrions passer à 7. Donc il y a une montée en puissance en termes de RH, avec des profils très différents, des gens qui viennent des forces. Un de nos nouveaux arrivants cet été est un capitaine qui vient de rendre le commandement de son unité de chars Leclerc au 101e régiment de chars de combat. Et on a aussi des gens un peu plus experts dans le domaine, comme les personnels civils que nous recrutons, eux ont déjà une pratique du jeu de guerre. Alors, quel est le rôle de ce bureau? Ce serait l'acculturation de l'armée de terre au jeu de guerre? Alors ce bureau a plusieurs missions. En interne armée de terre, nous représentons donc cette fonction jeu de guerre, avec des missions donc concevoir des jeux, mener des actions au profit des états-majors et des unités, et de nos missions principales, donc effectivement l'acculturation de l'armée de terre au jeu de guerre. Donc c'est diffuser ces savoir-faire, cette pratique au sein des forces, pour qu'elle se démocratise, que les gens puissent se l'approprier et l'utiliser de manière efficace. Voilà, je vais pas rebalayer tout ce qu'a dit le commandant Bourguillot il y a quasiment un an et demi dans son épisode. Je recommande aux auditeurs l'écoute de cet épisode. Mais le jeu de guerre est un outil qui offre plein de vertus, qui n'est pas non plus miraculeux, et pour ça c'est intéressant pour les gens d'avoir les clés de compréhension pour l'utiliser de manière optimale, et c'est le sens de notre mission d'acculturation. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de centre de formation? Alors je dirais à la fois une tour de contrôle, puisqu'il s'agit d'identifier les initiatives qui sont menées au sein des forces. Il y a des gens qui arrivent avec des projets, des idées, donc c'est identifier ces projets, ces idées, les conseiller, les orienter, parce que la création d'un jeu de guerre, hein, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est un processus qui est assez long. Il faut transformer le concept en mécanique, tester ces mécaniques, les modifier, les retester, etc. Donc ouais, il y a tout cet aspect identification des projets, conseil. Centre de formation, alors centre, le mot est peut-être un peu... je ne dirais pas que nous sommes un centre de formation, mais nous menons des actions de formation avec depuis plus d'un an des stages référents Wargame qui sont menés actuellement à un rythme d'environ toutes les 6 semaines. En gros, vous formez des futurs formateurs d'une façon décentralisée? Alors, nous faisons venir toutes les 6 semaines des cadres qui proviennent
d'état-major ou de régiment, ça peut être du sous-officier, ça peut être de l'officier. Alors, pratiquant ou non pratiquant du jeu de guerre, on a des profils très différents. Il y a des gens qui découvrent totalement, d'autres qui ont déjà une expérience solide de leur côté. Le stage dure 4 jours. Donc l'idée n'est pas d'en faire des experts du jeu de guerre en 4 jours, ce n'est pas possible, mais c'est de leur donner ces clés de compréhension avec différentes pratiques du jeu de guerre dans ces 4 jours. On leur fait jouer à différents jeux pour ensuite leur permettre de retourner dans leur formation en mesure de conseiller et guider leur chef quand ceux-ci voudraient lancer une initiative sur le jeu de guerre. Alors, ce stage, que je comprenne bien, c'est quand même quelque chose de progressif. Oui, exactement. Alors, je fais une parenthèse, hein, je recommande. Il y a un petit reportage d'Arte qui a été fait sur le stage de juillet, donc qui est sorti en juillet 2025, qui dure 3 minutes, donc en complément de ce que je vais dire, qui présente de manière intéressante et visuelle le contenu de ce stage. Donc, effectivement, c'est quelque chose de progressif. Pour éviter de plonger, je parlais de référents, enfin de gens qui viennent, qui n'ont pas d'expérience, pour éviter de les plonger tout de suite dans le bain et de les braquer. Donc on fait ça de manière progressive, avec d'abord des jeux simples, pour montrer ce que sont les mécanismes basiques d'un jeu de guerre. Donc le premier jeu, je crois que c'est un jeu britannique. C'est un petit jeu britannique, Tech Battle, qui est du niveau section. En quelques dizaines de minutes. Oui, c'est ça, exactement. C'est en 2 heures, les gens ont compris ce que c'était. Enfin, ça leur permet de montrer qu'est-ce que c'est un hexagone, comment du tour par tour, comment on peut densifier les couches de règles, puisque au sein même de la partie telle qu'elle est menée, les règles se densifient progressivement. Ouais, c'est une entrée en matière qui est assez légère, pour éviter de braquer les gens et en fait de les perdre pour la suite du stage. Et ensuite vous passez aux tactiques. Alors globalement le stage on reste très focalisé sur le niveau tactique. Donc à Tech Battle, c'est du combat de niveau section. Ensuite, il y a un jeu historique, Battle for Moscow, donc la bataille de Moscou en 41, qui se joue en 2-3 heures. Jeu américain, ça? Oui, c'est ça, oui. Qui est disponible en fait en ce qu'on appelle print to play, c'est-à-dire qu'on achète le fichier sur internet et ensuite on peut l'imprimer, monter les pions soi-même. C'est aussi une bonne manière de montrer que dans le jeu de guerre, il y a une partie de son ADN, c'est aussi l'aspect historique, et de montrer que c'est aussi un outil de formation, de compréhension d'une campagne historique, puis aussi avec des différents mécanismes un peu plus denses, mais avec un coût d'entrée quand même assez accessible par rapport à Tech Battle. Ensuite, on les fait jouer à Duel Tactique. Ah bah Cocorico, ça c'est quand même école de Garter. Exactement, donc conçu au sein de l'école de Garter, qui est aussi, le commandant Bourguignon en parle dans le premier épisode, à l'origine de cette dynamique du jeu de guerre dans l'armée de terre, et donc un jeu de niveau brigade. Les pions sont du niveau bataillon avec les appuis. Et qui permet de jouer une manœuvre interarmes en s'appuyant sur la méthode, qui est la méthode de raisonnement tactique française. Donc les gens sont formés à jouer d'abord à Duel Tactique avec un scénario d'apprentissage. Alors je compare ça à l'ISTC, l'instruction sur le tir de combat, le tir, où on fait jouer les gens en cadence lente avec commentaire. C'est vraiment pas à pas. L'expli party. Exactement, ce qu'on appelle l'expli party. C'est un modèle qu'on trouve sur YouTube. C'est d'ailleurs un projet qu'on a à terme d'avoir des vidéos tutoriels sur Duel Tactique. Ensuite, les gens jouent en autonomie avec un rôle-clé qui est celui de l'arbitre. Donc là, qui est assuré par le bureau jeu de guerre. Et à la fin, on les fait arbitrer eux-mêmes la partie pour les mettre en situation et qu'ils puissent revenir dans leur formation avec cette expérience d'avoir arbitré une partie. On leur donne des cas concrets, on leur dit là vous avez quelque chose à modéliser. Comment vous faites? C'est très intéressant parce qu'on a autour de la table, on a des gens de différentes armes, différentes expériences, avec un temps de service très différent, des attentes différentes. Au dernier stage, on avait un officier du cours de formation des commandes unités de l'école d'infanterie
qui vient avec des attentes pour comment est-ce qu'on pourrait utiliser le jeu de guerre comme outil de formation pour les commandes unités d'infanterie, donc plutôt de niveau compagnie. On avait à côté un officier qui venait du 2e régiment de dragons spécialisé dans le NRBC. Et en fait, ça a donné lieu à des discussions très intéressantes sur la modélisation du NRBC dans le jeu. Et à la fin des 4 jours, cet officier nous avait rédigé une petite page de règles spécifiques sur le NRBC. Et en contrepartie, on lui a imprimé des pions, ce qui est une illustration de la flexibilité du jeu de guerre, spécifique au NRBC. Donc c'est des choses très, très, très intéressantes qu'on peut faire avec Duel Tactique, qui est un outil assez flexible. Et le dernier jeu auquel on fait jouer les participants du stage, c'est ce qu'on appelle un Matrix Game. C'est-à-dire ? Alors, dans les jeux que j'ai évoqués jusqu'à présent, ont des caractéristiques communes. C'est du tour par tour, avec de l'hexagone sur la carte. Des unités qui manœuvrent et qui s'affrontent, etc. Un Matrix Game, globalement, les règles sont minimalistes. Vous mettez les gens autour d'une table. Chacun incarne un rôle avec une fiche d'objectif. Et ensuite, expose, chacun son tour, expose quelle action il mène, quel effet cette action aurait et pourquoi elle aurait cet effet. Il y a un arbitrage, et ensuite, collectivement, les gens, il peut y avoir un petit jet de dés pour des fois déterminer si c'est réussi ou pas. Mais voilà, collectivement, les gens font avancer la partie comme ça, en expliquant leurs actions, en argumentant. Là, en l'occurrence, le jeu auquel on fait jouer les gens, c'est un jeu qui est plus orienté à Afghanistan, contre-insurrection, donc c'est quelque chose qui remonte à plus d'une dizaine d'années, mais où les acteurs sont l'ISAF, les talibans, l'armée nationale afghane, le gouverneur, etc., etc. Donc le but, c'est un outil intéressant pour montrer une autre pratique du jeu qui est plus orientée sur la réflexion, puisque ça permet de confronter les opinions, d'argumenter. On est moins dans la mécanique de jeu pur. Et qui peut être appliqué à plein de situations. Là celui auquel on fait jouer, c'est une situation de contre-insurrection. On pourrait imaginer d'autres situations. Alors, vous me disiez qu'il y avait des soldats de différentes armes, mais est-ce que vous formez aussi des militaires hors armée de terre ? Alors exactement, c'est aussi quelque chose. Alors le stage est préventivement dédié à l'armée de terre, mais nous recevons également des gens d'autres en interarmée. Au dernier stage, on a eu un médecin-chef du service de santé des armées. On en aura un autre au prochain stage. Il y a des convergences avec le service de santé des armées sur les problématiques sanitaires liées aux blessés. Il y a aussi une dynamique au service de santé des armées. Ils ont un monsieur Wargame qui sera donc présent au prochain stage. Donc c'est très intéressant pour nous d'élargir notre réseau avec des gens en interarmée. L'idée c'est aussi d'avoir à terme des gens du service du commissariat des armées, par exemple, pour toutes les problématiques liées au SCA. Et on a aussi des officiers alliés, puisqu'au dernier stage on avait deux officiers belges et un officier allemand. Donc voilà, c'est un réseau qui ça permet aussi d'étendre le réseau, d'avoir des points de contact ailleurs. Si on a besoin d'expertise parfois sur des sujets précis, sanitaires, on saura à qui faire appel. Si on a des projets à mener en interallié, on saura aussi à qui faire appel. Alors, si j'ai bien compris, après ce stage, vous avez créé et vous commencez l'animation d'un réseau. Exactement, donc le réseau grossit. Un stage en moyenne, c'est 12 personnes. Donc toutes les 6 semaines, on a à peu près une douzaine de personnes en plus dans ce réseau. Actuellement, depuis que ces stages ont été lancés il y a 1 an, on est à 100 référents formés. Donc nous avons tout un travail de suivi de ces référents, parce que les gens sont mutés à l'été. Donc celui qui était dans tel régiment, est-ce qu'il est toujours dans ce régiment ? Donc potentiellement, un régiment a perdu un référent, mais un autre en a gagné un. Donc il y a tout ce travail de suivi. Puis aussi, éviter que ce stage soit un one-shot. Donc, c'est-à-dire alimenter ce réseau avec des informations. Donc, moi, j'ai mis en place une newsletter, la lettre du jeu de guériste. Donc, le premier numéro est parti il y a quelques jours, où l'idée, c'est de
leur diffuser les actualités de ce qu'on fait nous à notre niveau, de ce qui se fait aussi dans les initiatives. C'est ça, parce que est-ce qu'il y a aussi des idées qui remontent? Exactement. Donc il y a ce qui vient du haut, il y a ce qui vient du bas, et nous l'idée c'est de fédérer et de diffuser l'information. Il y a aussi un partage de bonnes pratiques. Il y a aussi tout un travail de veille sur des réseaux sociaux, parce que c'est intéressant de voir des fois que des initiatives au sein d'un régiment, le régiment partage sur son compte Facebook, par exemple, et nous c'est intéressant de savoir que ça se fait, et donc de dire, regardez, tel régiment a fait ça. Et même de ce qui se fait à l'international. Il y a d'autres nations qui sont assez actives sur le sujet. D'ailleurs, est-ce que vous allez aussi, je sais pas, dans le commerce ou sur les forums de jeux pour apprendre des nouveautés qui... Oui, c'est un suivi qu'on fait. Vous faites de la veille aussi? Oui, c'est ça, oui, exactement. Il y a tout un travail de veille et qui permet nous d'avoir d'avoir des idées, de les diffuser, etc. Donc voilà, l'idée c'est de fédérer ce réseau, de l'animer. Partage de bonnes pratiques, diffusion d'actualités, et ensuite continuer à entretenir cette dynamique. Que ce stage ne soit pas simplement un souvenir de 4 jours, mais vraiment qu'il y ait une rentabilité sur le long terme. Vous avez des exemples de régiments qui vous auraient proposé ou qui font jouer des jeux qu'ils ont eux-mêmes créés ou changés? Alors on a plusieurs exemples. Par exemple, on a le 2e régiment d'infanterie de marine qui est sur un projet d'une extension donc on parlait tout à l'heure de duel tactique, duel amphibie. C'est leur spécialité en partie. Exactement. Ouais. Donc voilà, comme le nom l'indique, l'idée c'est de faire un jeu centré sur l'amphibie. La 3e division qui est à Marseille, voilà aussi un projet qu'elle utilise en exercice d'un jeu de niveau division qui est déjà employé. On a aussi des sollicitations. Par exemple, la 6e brigade légère blindée nous a sollicité pour leur fournir des boîtes de duel tactique pour animer leur séminaire de rentrée au profit des nouveaux arrivants. Et donc eux-mêmes, à leur niveau, on fait une carte et auxquelles ils ont fait jouer les nouveaux arrivants. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font. Donc on est aussi dans un rôle d'appui quand les gens nous sollicitent. On a besoin des règles à jour, ou on voudrait faire ci, comment est-ce qu'on pourrait faire. Voilà, ça fait partie de notre rôle. Et je crois qu'il y a même des jeux dits commémoratifs. Alors ça, c'est un projet que nous avons, une proposition qu'on a fait à deux régiments, et en fait qui correspond à cette mission d'acculturation. C'est donc il y a quelque chose qui se fait dans les armées qui sont les EHT, les études historiques de terrain. Donc l'idée en fait c'est de faire ça avec un jeu. Donc on a proposé ça à 2 régiments, le 35e régiment d'infanterie, de les faire jouer à la bataille de Villers-Sexel. C'est une bataille qui s'est jouée dans la guerre de 1870-1871. Et donc c'est une manière de faire vivre l'histoire régimentaire. Et on a également fait une proposition au 101e régiment de chars de combat. Là, on va être plutôt premier conflit mondial. Exactement, en fait, sur la bataille de Berry-au-Bac, en fait, le premier engagement des chars français. Et donc, l'idée, c'est de les faire jouer un jeu. À notre niveau, on a un imprimante 3D. C'est d'imprimer les figurines des chars Schneider et Saint-Chamond engagés durant cette bataille. Et donc d'avoir le nombre de figurines correspondant, donc plus de 80 chars correspondant à l'engagement. Donc les 2 régiments sont évidemment partants. Maintenant, le principal défi, c'est de caser ça dans la programmation régimentaire qui est bien chargée. Mais voilà, l'idée, c'est aussi nous d'aller vers les unités. On prend notre bâton de pèlerin, on ne fait pas seulement venir les gens pour les former, on va vers eux et on leur propose des choses. Au même titre qu'on a proposé, et on l'a mené récemment avec Sentinelle, pour la dernière rotation, on est venu chez eux le temps d'une demi-journée et on a fait jouer des cadres à Battle for Moscow, le jeu que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a d'autres jeux adaptés aux besoins, je crois Flèche Bleue, Flèche Rouge, c'est quoi? Alors, ces nouveaux jeux? Ça, c'est un projet que nous avons, qui est en cours de développement.
L'idée, donc duel tactique est au niveau est plus ciblé sur la brigade, mais régulièrement dans les questions qu'on nous pose, revient celle-ci, est-ce qu'il y a quelque chose de niveau compagnie? Donc la brigade, on est plus dans le 5000, 7000 hommes, la compagnie, pardon, c'est une centaine de soldats. Donc on est sur un autre niveau tactique. Donc là, alors on a des contacts à l'international avec d'autres nos homologues. Donc là, en l'occurrence, l'US Army qui nous a envoyé les fichiers d'un jeu de niveau compagnie qui s'appelle Force on Force. On l'a testé, on a trouvé que ça tournait bien. Donc là, on le traduit. On change tous les ordres de bataille. Donc au lieu d'avoir du matériel américain, on a du matériel français. On retravaille les cartes pour avoir des cartes de zones de manœuvre en France. On densifie aussi les règles sur plusieurs aspects, par exemple les drones ou l'artillerie. Donc voilà, on reprend le jeu de base, on le retravaille, on le traduit, on le modifie. Et l'idée, c'est d'avoir donc flèche bleue, flèche rouge, c'est le nom de ce jeu, de le proposer aux forces pour avoir un jeu facile d'accès qui leur permet de jouer une manœuvre de niveau compagnie. Donc où les pions de base sont des sections. Et avec aussi une couche interarmes. Donc par exemple, on a des contacts avec l'école du génie qui a entendu parler de ce projet, qui est intéressé et qui nous a proposé son expertise pour les aspects liés au génie. Donc pour nous, ça c'est très intéressant puisqu'on peut avoir ce regard d'expert pour modéliser ses capacités. Alors, on parle beaucoup d'histoire, mais vous adaptez les jeux à l'actualité, j'ai cru comprendre. Alors, nos jeux principalement sont avec des ordres de bataille contemporains, des capacités contemporaines. Donc on a aussi un suivi de la réalité des forces et la réalité des forces, aussi des évolutions technologiques. Par exemple, la dronisation, c'est une grosse question. Comment est-ce qu'on modélise ça dans un jeu? Dans Flèche Bleue, Flèche Rouge, qui est un jeu de niveau tactique, là pour le coup c'est quelque chose qui est incontournable. Donc on a ce suivi-là. Il y a aussi en début d'année, au cours du colloque de la pensée militaire qui est organisé par le commandement du combat futur, c'est un wargame animé par le commandant Bourguillot qui a été le support du colloque, où là c'était directement une confrontation entre l'OTAN et donc la France dedans, face à la Russie sur le flanc est de l'OTAN, à l'horizon 2030-2035. D'ailleurs, pour en terminer avec ce podcast, y a-t-il des initiatives européennes ou au sein de l'OTAN afin de peut-être tester entre alliés les techniques de jeu et puis même se confronter? Alors, on a déjà au niveau en France, il y a un réseau interarmé. Il existe une tête de chaîne qui anime cette fonction. Donc on a un rendez-vous, nous avons un rendez-vous mensuel, la matinale du Wargaming. Nous avons des liens avec nos homologues de la marine, de l'armée de l'air, où j'évoquais tout à l'heure le SSA. Donc voilà, chacun après a des sujets et des pratiques différentes. Nous avons la chance d'avoir une structure entièrement dédiée à ça, avec une RH quand même qui est en train d'augmenter. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des projets ambitieux. En interallié, donc j'évoquais tout à l'heure les liens avec nos homologues américains, les officiers belges ou allemands qui sont venus la dernière fois. On a aussi des liens, par exemple, la semaine prochaine, le commandant Bourguillot, qui est le chef de bureau adjoint, sera en Pologne à l'Université des forces terrestres pour un colloque sur le jeu de guerre. Donc c'est aussi une manière de voir que font les Polonais, de présenter nous ce qu'on fait, puisqu'il partira avec une boîte de duel tactique sous le bras. En novembre, il sera à Copenhague sur un colloque sur le même sujet. Et également en novembre, il y a le Wargame Initiative for NATO, qui est un événement annuel lié, comme le nom l'indique, au Wargame, et qui permet de réunir la communauté otanienne du jeu de guerre. Donc là, encore une fois, d'exposer les approches différentes, aussi de faire des démonstrations. Et c'est ce qui est le plus intéressant dans ces événements-là, c'est l'aspect pratique. Les gens amènent des jeux et ça permet de tester, donc d'avoir des idées de projets, de voir quelles approches ces autres armées ont, etc., etc. Donc nous, après, on s'en nourrit, ça nourrit notre propre pratique, notre propre réflexion, et ça permet donc d'élargir notre offre
à destination de l'armée de terre. On a des jeux qui sont sur les fondamentaux tels que la manœuvre anti-armes, mais aussi des demandes sur des approches plus métiers, qui pourraient être la guerre électronique, l'artillerie, la logistique. Et donc l'idée c'est d'enrichir progressivement cette offre pour répondre aux besoins qui sont émis par les différents états-majors et unités de l'armée de terre. Merci chef d'escadron Yvelin, véritable maître de jeu du commandement du combat futur, de nous avoir ouvert au rôle et gameplay du bureau jeu de guerre. C'était Venu de son commandement, Combat futur, un podcast qui ne triche et ne truque pas. À bientôt pour une prochaine partie.